Avril 1945 a vu la disparition de 3 des grands protagonistes de la guerre. Roosevelt, mort d'une crise cardiaque le 12 du mois. Mussolini, découvert sous un uniforme allemand, arrêté puis exécuté. Hitler, enfin, qui par testament lègue son pouvoir à l'amiral Dönitz et se suicide en compagnie de sa femme. Or, en Allemagne, pourtant presque entièrement conquise, la guerre continue. Cette semaine, avant de voir les actualités britanniques et françaises, on va voir un morceau d'actualité américaine, car ce sont elles les premières qui annoncent un événement choc, la double mort de Mussolini et d'Hitler. Et c'est pour cela que nous avons invité, pour Hitler, la grande spécialiste, Marlise Steinert, et pour Mussolini, le grand spécialiste, Pierre Milza, l'un du fascisme, l'autre du nazisme. Et c'est à eux deux, bien sûr, qu'on va demander en premier lieu, ces deux morts, comment vous frappent-elles ? Marlise. Ces images sont terriblement choquantes en ce qui concerne Mussolini, ce que nous allons voir. Évidemment, on ne voit pas la mort de Hitler. Uniquement, on l'apprend. Et à ce moment-là, on dit dans le commentaire que nous allons écouter, on s'en fiche comment il est mort. Tandis que pour Mussolini, ce sera très différent. On verra toute une haine, la haine d'un peuple qui s'exprime. Ce qui me semble quand même assez étonnant, vu la dimension monstrueuse des actes de Hitler comparée à la vie politique de Mussolini. Et vous, Pierre Milza? Eh bien, d'abord, comme vous l'avez dit, on ne sait pas vraiment comment il est mort. Mais pas seulement le 28 avril, aujourd'hui. On sait où il a été arrêté, où en gros il a été exécuté, mais depuis, je dirais que les Italiens font paraître un livre tous les 6 mois sur le meurtre de Dongo, enfin sur les événements de Dongo. Alors il y a d'abord une version où il était exécuté par le colonel Valerio, partisan communiste, devant une grille, et Claretta Petacci qui se précipitait vers lui pour mourir à ses côtés. Fin romantique, ça a fait beaucoup pleurer dans les chaumières pendant un certain nombre de décennies. Alors aujourd'hui, on sait que c'est une histoire complètement inventée par le principal témoin, qui est l'exécutant, et que ça s'est passé sans doute de façon beaucoup plus prosaïque. Mais enfin, il n'y a encore pas très longtemps, il y a un livre qui racontait l'histoire d'une manière très curieuse, proche de l'ancien MSI, où Mussolini se serait précipité pour empêcher que l'on violentât Claretta Petacci. La réalité, ce que nous savons vraiment d'à peu près certain aujourd'hui, c'est qu'il est descendu de voiture, on l'a abattu, elle s'est penchée vers son corps, on l'a abattu. C'est une exécution assez froide. Enfin, pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment une précision exacte sur cette histoire. Eh bien, ce que l'on sait, par contre, parce que là, on a les images, c'est ce qui s'est passé à Milan quand on les a ramenés quelques heures plus tard. Parce que là, on voit alors un déchaînement de foule sur ces cadavres d'un personnage qui était quand même encensé, qui était aimé par les Italiens, qui a fait le consensus. Ce qu'on verra d'abord, c'est donc des annonces de mort, et la mort dans une autre séquence. Car les actualités ont été improvisées, à cette date bien sûr, et on va voir des petites rétrospectives du fascisme, du nazisme, que nous commenterons en temps voulu. The inglorious end of Benito Mussolini, first of the dictators and the first to go, executed by partisans and his body reviled in a gutter of Milan. Mussolini, the would-be Caesar and founder of fascism, started with an armed gang and finally built it into an army. In 1922, he first seized power. Only small publicity recorded that Rome was in a fever of delight after his fake march upon the capital. Adolf Hitler, only a promising amateur in those days, came to study and emulate the master fascist, Mussolini, who had already plotted Ethiopia and Spain. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
By 1938, Hitler was fascist #1, and Mussolini was only a junior partner when Munich came. By 1943, Mussolini, driven out of Italy, was rescued by Nazi paratroopers. Wild-eyed, he ran to Hitler. Now, the last pictures of Il Duce alive in 1944. Benito died badly, spat on by the mobs he had promised an empire. Today, this Caesar is dead, a sawdust Caesar. Bon, alors là, on a un film, évidemment, qui est un ramassé de l'histoire du régime fasciste, un film de propagande, hein, qui insiste sur la partie la plus déshonorante, hein, du régime, hein, l'alliance avec Hitler. Et finalement, c'est ça qui explique les images de la fin, hein, parce que dans le fond, ce que les Italiens vont reprocher à Mussolini, c'est pas finalement le caractère répressif du régime, je dirais, pour la majorité d'entre eux. C'est pas même le totalitarisme tel qu'il a fonctionné dans les années 30. C'est l'alliance avec Hitler, et surtout c'est l'alliance avec Hitler dans la dernière période, parce qu'enfin si Mussolini était parti en 1943, au moment où il a été arrêté, je ne pense pas qu'il aurait fini de cette manière, mais c'est la République de Salo, c'est l'installation sur le lac de Garde, c'est son gendre fusillé, c'est l'organisation de ces milices, qui sont quand même des milices extrêmement sanglantes, qui font la chasse aux partisans, c'est tout ça que l'on reproche. Donc ce film, finalement, il ramasse un petit peu le régime en quelques images, mais ce sont ces images-là qui, en fin de compte, sont restées dans la tête des gens et qui expliquent le renversement de la conjoncture psychologique vis-à-vis du fascisme dans les 2 dernières années. Marly Steinert, comment, d'Allemagne, voit-on ces événements et cette fin du régime fasciste? Il me semble que relativement peu de gens ont vraiment réfléchi à ce sujet, parce que le 29 avril, la plupart des gens étaient ou en fuite, ou sous les bombes, occupés avec leurs affaires, et de toute façon, pour eux, l'Italie, depuis très longtemps, c'était un pays fini. La République de Salo, c'était une sorte presque de dépendance du Troisième Reich. Donc ça n'a pas terriblement touché les Allemands, qui avaient depuis un bon moment senti une sorte de mépris vis-à-vis des Italiens, parce que les Italiens les avaient abandonnés ou avaient fait un renversement d'alliance pendant la Première Guerre mondiale. Ils en avaient fait un deuxième pendant cette guerre-là. Mussolini était regardé plus favorablement que le reste de ses compatriotes, et surtout parce que Hitler a toujours chanté les louanges du Duce. Eh bien, on va voir maintenant leur mort comme citoyens, en quelque sorte. D'abord avec le document qui va nous montrer la façon dont on l'a pendu après sa mort. Back to the city where fascism was born comes the first of the fascist dictators. In Milan, where once Benito Mussolini stood above his followers, there is one last mob scene. This day, Milan holds a shocking carnival of vengeance, forsaking law and order in one mad festival. In the sunny public square, frenzied men, women, and children fight police to see the battered body of the dictator. Il Duce lies dead beneath the mud, his body a target for kicks and curses. Still in his gray-green uniform, Mussolini rests on the bosom of Clara Petacci, his 25-year-old mistress. Sixteen of his black-shirt henchmen executed lie around them. Carabinieri turned fire hose on the mob, but cannot stop the tide of hate. He died too quickly, they shout. He should have suffered. One woman had emptied a pistol into the corpse, crying, "For my murdered sons." Then at a nearby gasoline station, the inflamed people wreaked their final vengeance. Under the roster of fascism, the betrayers of Italy now hang by the heels. Next to their former chief, his fellow criminals are hoisted into place to give the crowd a better view. Head down in ghoulish caricature of life, Il Duce gives his last salute.
Milan morgue, the bodies lie grotesquely side by side. Mussolini's epitaph, a tag to Potter's Field. Oui, alors là encore, Marc Ferraud ferait très attention au rapprochement de séquences qui sont en fait très éloignées dans le temps, parce qu'on a l'impression qu'on voit une foule en liesse, finalement, qui acclame le Duce dans les bons moments du régime, après la guerre d'Éthiopie, bon, les victoires, finalement, du régime sur le plan intérieur et sur le plan international. Puis après, on voit une foule qui le lynche, enfin, qui lynche son cadavre. Et alors, évidemment, c'est un film de propagande de 1945, il ne faudra pas regarder l'idée quelle versatilité ce peuple, parce que on a un petit peu la même chose hein, avec la visite du maréchal Pétain à Paris et ensuite l'arrivée du général de Gaulle. Et moi, je me souviens d'une phrase de Jean-Baptiste Durosel dans son livre L'Abîme. Êtes-vous sûr que c'était les mêmes? Donc je crois qu'il faut faire très attention. Là, on a une foule qui, effectivement, est déchaînée. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre les deux événements, il y a 1 an et demi de guerre civile. Et d'une guerre civile terrifiante. Hein, une Italie coupée en deux, des gens qui se massacrent, d'un côté qui se font les auxiliaires des SS, de l'autre qui mènent une guerre de partisans également extrêmement violente. Donc l'Italie est véritablement... Une moitié de l'Italie est dressée contre l'autre moitié, ce qui explique ce déchaînement de violence, puisque... On voit cette image terrifiante, finalement, des deux corps qui sont hissés, et on a dit, ils sont pendus. On va en plus pendre des cadavres. Il faut savoir qu'en réalité, on n'a pas voulu pendre des cadavres, on a voulu les mettre à l'abri d'être déchirés, d'être complètement lynchés par la foule. C'est pour ça qu'ils sont suspendus à cette station-service. Il n'en reste pas moins qui ressort de ces images quand même quelque chose qui a quand même beaucoup marqué les Italiens et qui ressurgit aujourd'hui, hein, qui sont ces images très dures quand même de ce qui a été chez eux, ce qu'on a appelé la libération et que l'on appelle maintenant par son nom, la guerre civile. Mmh. Et en Allemagne, alors est-ce que sur la mort d'Hitler, on a pu enfin faire le point? Oui, maintenant on est assez bien informé comment ça s'est passé. C'est le 30 avril au matin que Hitler annonce qu'il va se suicider. Il se suicide entre exactement 15h et 15h30. Il se suicide en se tirant une balle dans la tête et en même temps prenant une ampoule de poison qu'il avait distribuée d'ailleurs à tous ses fidèles dans le bunker, et Eva Braun a pris également du poison. Ce poison, on l'a essayé avant sur le chien de Hitler, Blondie, et ça a une certaine importance pour être sûr que c'était lui quand on l'a finalement trouvé, parce que la capitulation à Berlin est donc le 2 mai à 5h du matin. Tout de suite, les soviétiques essayent de trouver, naturellement, on leur a dit, trouvez-nous tout de suite le corps de Hitler. On trouve le corps de Goebbels et de sa femme Magda brûlés, à côté, leurs 6 enfants, tous empoisonnés mais pas brûlés, mais pas de Hitler. Et finalement, on le trouve dans cette fosse devant la chancellerie où Hitler a été brûlé avec Eva Braun et Blondie par l'essence. Mais évidemment, l'essence ne peut pas brûler totalement le corps. Alors, on le met dans une caisse de munitions. Les soviétiques le transportent dans un immeuble situé en dehors de Berlin et on fait une autopsie. Des rapports sont envoyés à Moscou. Donc, pratiquement mi-mai, Staline doit savoir que Hitler est mort. Mais ce qui est très curieux, il se refuse d'y croire. Il se refuse d'y croire. D'ailleurs, beaucoup plus tard, il fait refaire une deuxième autopsie des restes du corps de Hitler qui, entre-temps, a été promené à travers l'Allemagne, toujours dans cette caisse de munitions, par l'unité qu'il avait trouvée. Il a été plusieurs reprises enterré, déterré, enterré. Et à partir de 1970, il finalement se trouve au cimetière du KGB, à un endroit inconnu, évidemment, à Moscou. Donc la fin de Hitler, on est assez fixé maintenant comment ça a eu lieu. Bien, maintenant, on va voir les actualités américaines qui ne savent pas, bien sûr, à la date
en question tout ce que vous venez de nous dire, et qui, à propos de la mort d'Hitler, entre guillemets, font une sorte de rétrospective sur le régime hitlérien. Bulletin. Adolf Hitler is dead. He is dead, and how he died, the world little cares. For Hitler's death, millions have prayed, and millions are now thankful for justice. 1920, Hitler began. He was considered just a joke then, a raving crackpot. 1933, Hitler made chancellor. The world hoped he would bring order. He brought catastrophe. The Hitler gang planned world conquest. Rudolf Hess, now insane in England, Heinrich Himmler, mass murderer, and Goering. Hitler promised Germany the world. Germany listened, but the world ignored the threat. Hitler poses as humanitarian, but Hitler even then was planning war and the death of countless children. (1938), the Munich year. At Berchtesgaden, there was appeasement. The sacrifice of Czechoslovakia, Poland, Norway, the European bloodbath. (1940), Hitler's greatest triumph. It was the fall of France, a dark day for the civilized world. The famous Hitler intuition had clicked till now. But mad with power, he made two mistakes. He did not invade England, and he did invade Russia. There will be no monuments to Hitler. But there are many monuments to Hitler. Millions of monuments. A dead child in London's Blitz. The dead and the living dead, wherever the monster's bloody fascist hand is struck. For civilization, new hope for life, when this man's ideas are dead. Pierre Milza, cette rétrospective allemande, comment un spécialiste de l'Italie et des régimes fascistes la voit-il? Écoutez, on a l'impression quand même d'une différence saisissante. D'un côté, un peuple qui s'en révolte avec une extraordinaire brutalité contre son régime, qui est un régime répressif, mais beaucoup moins terroriste que le régime allemand. Et puis de l'autre, ce régime qui a derrière lui les camps de concentration. Enfin, on a vu les images horribles de la déportation. On a l'impression qu'il réagit peu. Alors moi, je suis tenté de poser la question à Marly Steiner. Pourquoi? Est-ce que c'est l'absence de guerre civile, le fait qu'il n'y avait pas d'opposition? Ou bien est-ce que, face aux Russes qui arrivent, tout d'un coup, on tend les dernières énergies et après tout, on réglera les comptes plus tard? Il y a évidemment, quand cette rétrospective est un peu bâclée, il faut le dire. Donc c'est très difficile. On ne voit pas le peuple allemand comme c'était le cas dans cette séquence montrée sur l'Italie. Donc je dois répondre, au fond, pas aux images, mais à ce qu'on sait à peu près. Parce qu'on sait que les Allemands, à cette époque-là, étaient tellement résignés, défaitistes, écroulés dans les ruines, et on verra encore des images là-dessus, et sous les bombes, qu'en fait, il n'y avait plus de place de se révolter véritablement contre les chefs. Il y a évidemment un moral qui est bas, il y a ici et là des voix qui se révoltent, mais personne, au fond, ne se tournera contre le Führer, contre Hitler. On ne sait évidemment pas ce qui se serait passé si on avait eu une situation parallèle en Allemagne, que Hitler était tombé dans les mains d'une foule. Eh bien, on va voir maintenant comment les actualités britanniques présentent ou ne présentent pas ces événements. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. The
world will not forget the life and death of Benito Mussolini, the strutting, pompous braggart. He will be remembered as the man who boasted he would make a new Italy and died in an Italian gutter. His gestures and his voice were typical of the man and his treacherous career. Opere di sistemazione e giusto senso di economia, ha saputo mettere a cultura un terreno pianeggiante, già sfruttato a modesto pascolo, e terrassarne uno in pendio, assicurandovi una maggiore After Mussolini fell, Hitler rescued his Italian lackey. Now the one-time Duce has been executed and his body spat upon by his countrymen. An example other war criminals will not overlook. Still another American invasion in the Pacific. The objective is Okinawa, one of the ring of island fortresses protecting Japan 300 miles away. 1,400 ships, including units of a British task force, were used in the operation. More than 1,500 naval aircraft were engaged before the battle was over. Jap planes tried to cover the 80,000 troops defending Okinawa with these results. Rocket-firing ships hurl flaming-tailed missiles against Jap pillboxes in hillside caves. A volcano of rockets that spells death. Bremen, great North Sea port and city of 350,000 people, fell to British infantrymen. A terrific opening attack put paid to any German hopes of holding on to the town's vital docks and U-boat construction yards. Naval officers and police chiefs who were in charge of the defense come in to surrender. General Horrocks, commanding the 30th Corps, personally congratulates the men of the British 52nd Division inside captured Bremen. Marching men, once a sight that delighted every war-crazy German. They're still marching, but this time to surrender. They used to come in ones and twos. Now it's the whole bunch from the colonel down. Civilians are on the march in Germany also. These men are ordered to give Christian burial to the starved and broken bodies of slave workers and political prisoners who died in infamous concentration camps. Not many months ago, Berlin civilians herded into the Volkssturm for a do-or-die effort. Now their city has fallen and its defenders have surrendered. Red Army men may at this moment be walking through these very streets where Goebbels so recently reviewed the Volkssturm. Reports say that Goebbels committed suicide with his Führer. His brother, Hans Goebbels, was the next of the breed to be gobbled up by the advancing Allies. A major general in the stormtroopers, Hans bears a striking resemblance to his late and unlamented brother. As the Nazi hierarchy falls apart, Himmler is said to be trying hard to arrange surrender terms for what is left of the German army. As for the Beast of Berlin, first attempts to kid the world that he died like a hero have misfired. Never again will he parade through the streets of Berlin. For the future, we must be sure that no new German dictator rises up to assume the moth-eaten mantle of Adolf Schicklgruber, dealer in death and lives.
es meine Jugend, dass noch wenige Wochen vor uns wohl zum ersten Mal, seit es eine Völkergeschichte gibt, 99% eines Volkes sich zu... After news of Hitler's death, the world learned that his successor was not Himmler, but Dönitz. Tight-lipped England hater, a tough fighter, but a dud admiral. His Führership is likely to fizzle out as ignominiously as his threatened U-boat offensive. These are the top men. Let them perish without remembrance with the foul symbol of their rule. Nazi officers in civilian clothes surrender for 1 million Germans. General Morgan acts for Field Marshal Alexander. I understand that you are prepared to sign terms of surrender on behalf of General von Wickenhoff, Commander-in-Chief Southwest. Ja. Are prepared to sign on behalf of SS General Wolf, Supreme Commander of SS and Police, and Plenipotentiary General of the German Wehrmacht in Italy. Is this correct? Would you translate? The Italian Royal Palace at Caserta is the scene of this historic ceremony. Present are high-ranking American and Russian Army and Navy officers. I have been empowered by Field Marshal Alexander, Supreme Allied Commander, to sign on his behalf the terms of the instrument of surrender will take effect from 12 noon, Greenwich Mean Time, on the 2nd of May. Is this correct? I now ask you to sign the document. The German signature of the surrender terms marks the end of a magnificent campaign. Its launching point was Alamein. From there, by dogged courage in a cruelly hard struggle, Allied troops drove the defeated enemy across Africa, over the Mediterranean, and up the full length of Italy. The immortal Eighth Army will forever be associated with the victory to which General Morgan's signature sets the final seal. We feel that a great public tribute is due to Field Marshal Alexander. Through him, we salute the men who fought under him. Today, what was the German army in Italy lies at the feet of a great British soldier. Charles Steiner, ces actualités britanniques nous ont montré, si j'ose dire, presque la passation de pouvoir à l'amiral Dönitz. Or, comment ces choses-là ont-elles eu lieu? On l'ignore. Et qu'est-ce que ça implique? Dans son testament, Hitler a nommé son successeur. Normalement, ça aurait dû être Göring, après un arrêté de 1941, mais il a considéré, à tort semble-t-il, que Göring l'aurait trahi. Il l'a expulsé, il lui a enlevé tous les pouvoirs accordés. Puis il y a eu les nouvelles que Himmler a négociées avec les Occidentaux par le biais des Suédois. Alors Himmler aussi n'entre plus en ligne de compte comme un successeur possible. Qu'est-ce qui lui reste? Le seul commandant suprême d'une partie de la Wehrmacht, à savoir de la marine de guerre, Karl Dönitz, qu'il estime beaucoup, qui est un homme très fidèle, très loyal. Donc, dans son testament, il établit que Dönitz sera président du Reich et commandant suprême des forces armées, comme l'avait été dans la République de Weimar Hindenburg. Puis, comme chancelier, il nomme Goebbels. Comme ministre du parti Bormann, et puis comme ministre des Affaires étrangères, Seyss-Inquart, qui était en charge des Pays-Bas. Et alors, le régime change un peu de nature, d'une certaine façon. Comment dirais-je, il revient aux racines, ou du moins à une époque ancienne. Mais est-ce qu'on peut juger qu'il a évolué en sens inverse de l'Italie, d'une certaine façon? Oui, c'est quand même un problème compliqué, parce que l'apparence, c'est que le régime hitlérien est un régime beaucoup plus, et c'est une vérité, totalitaire. C'est-à-dire que la société civile est complètement annexée, dominée par le politique.
Ce qui n'empêche pas qu'il y a des contre-pouvoirs qu'Hitler lui-même crée, une espèce de polyarchie. En Italie, c'est un peu le contraire. C'est la société civile, elle survit. Mussolini ne fait pas ce qu'il veut. On le voit dans cette image, cette espèce de déférence tout à fait fabriquée. On y revient dans un instant, vis-à-vis du roi. La société civile reste en place. Les magistères traditionnels, l'Église, l'armée, les forces traditionnelles, l'ancienne classe dirigeante reste en place. Mais le pouvoir du Duce est très très fort. Le pouvoir du Duce, jusqu'en 1943, s'affirme de plus en plus. Alors, dans l'image qu'on a vue, on a l'impression que Mussolini se comporte devant Victor Emmanuel avec beaucoup de déférence. Je crois que c'est beaucoup pour la galerie, pour entretenir à un moment qui n'est pas la guerre, hein, l'image d'un double pouvoir. Dans la réalité, le roi est complètement sous la domination de Mussolini. Vous savez, dans les archives italiennes, en 1926, on a un très curieux document où le roi demande à Mussolini si son fils, le prince héritier, le prince de Piémont, peut aller au mariage de la fille de Sonnino. Est-ce que c'est opportun? Et le Duce lui répond en 3 lignes, un télégramme en 3 lignes, c'est absolument pas opportun, Majesté, il n'y va pas. Point à la ligne. Signé Benito Mussolini. Donc là, on voit la réalité des rapports. La réalité du rapport, c'est que nous avons un régime qui est moins totalitaire que le régime nazi, dans lequel le Duce occupe une position de plus en plus forte, qui nous fait une espèce de dictateur absolu jusqu'en 1943, et puis brusquement en 1943, lui-même remet tout en question, puisque mis en minorité par le Grand Conseil du fascisme, il va tranquillement porter sa démission à Victor Emmanuel, et il accepte en quelque sorte le verdict, pour se reprendre d'ailleurs par la suite. Eh bien, maintenant, on va voir des actualités françaises qui vont nous montrer autre chose, c'est-à-dire la naissance d'un régime démocratique qui essaye de se constituer au lendemain des événements qu'on a connus en Europe. Et peut-être qu'on va voir un peu des choses inattendues, les premières élections, le vote des femmes, bref, une démocratie en marche. Monsieur François de Menton, ministre de la Justice, vous parle. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. Cette œuvre de stricte justice, de moralité supérieure et de défense patriotique constituait en même temps une préface nécessaire au rassemblement de la nation tout entière pour les tâches immenses de la reconstruction. Au 31 mars, les cours de justice avaient été saisies de 75 000 affaires. Sur ce total, 42 000 étaient réglés. 19 000 jugements avaient été rendus. 11 000 par les cours de justice, 8 000 par les chambres civiques. Sur ce total, plus d'1 millier de condamnations à mort avaient été prononcées. Une œuvre judiciaire sans précédent dans l'histoire de notre pays aura été accomplie en moins d'1 année. Nous avons par ailleurs réservé à la haute cour de justice les procès proprement politiques, ceux notamment de Pétain et de ses ministres. Aujourd'hui, la haute cour de justice juge et condamne à mort le général Dens, haut commissaire de Vichy en Syrie et au Liban, qui aida les Allemands quand ils voulaient pousser vers l'Inde et vers le pays du pétrole, et qui fit tirer des canons français contre les forces anglo-françaises. L'un après l'autre, les hommes qui ont collaboré avec l'ennemi répondent aujourd'hui de leurs crimes, en attendant que vienne le procès de Pétain, leur maître à tous. Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Aujourd'hui, des visages de femmes remplacent l'horizon des barbelés.
déportés reviennent, eux aussi. Ces Français, parce qu'ils ont été les premiers résistants, parce qu'ils ont dit non à l'occupant, parce qu'ils ont maintenu la France, ont été jetés dans des camps qui étaient des bagnes, dans des bagnes qui étaient déjà des cimetières. Revêtus encore de leur livret de forçat, ils retrouvent la vie dans une France libre pour laquelle ils ont sacrifié leur propre liberté. Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Le souvenir indélébile dont l'ennemi voulait faire une marque infamante sera pour eux la plus glorieuse des décorations. Les femmes aussi ont souffert ce martyre. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier. Ce canal éclaté, déjà comblé par les ruines de ses rives et de ses écluses, dans un paysage de cataclysmes, c'est ce qui reste de la Ruhr. Hier, l'usine, le coffre-fort et l'arsenal du Reich. Duisbourg, le plus grand port fluvial d'Europe, n'est plus qu'un cadavre que lèche le Rhin. Essen est effacé. Maisons et usines ne sont plus que des souvenirs. Les villes sont en poudre, les ateliers sont des squelettes. Le volcan germanique ne peut plus cracher son feu sur le monde. Sur tout ce pays désormais conquis et dépassé, la mort est tombée. La statue de Krupp est à terre. Le dieu des canons a été frappé par des canons plus forts que les siens. C'est dans la Ruhr qu'a été capturé M. von Papen. Ce vieux renard cherche-t-il à engager des négociations impossibles? Mais il ne s'agit plus de négociations. Il s'agit de victoire. Voici Baden-Baden, conquise par la première armée française. Baden-Baden, une ville d'eau comme l'était Vichy, est miraculeusement intacte. Peut-être justement parce qu'elle était occupée par les hommes de Vichy, qui ont l'habitude de la fuite. Cet hôtel a été pendant plusieurs semaines le refuge provisoire. Le livre d'entrée en fait foi. Bucard, Déa, Darnan, Thoriot, Lucher. Ce n'est plus un registre d'hôtel, c'est un acte d'accusation. Pendant ce temps, nos troupes s'enfoncent dans la forêt noire. La lutte est dure encore dans un pays difficile. Mais l'armée française a passé le Rhin. Elle descend vers le Danube. Elle a pris Stuttgart. Elle aussi transperce l'Allemagne et elle est présente à l'heure des règlements de compte. Plus haut, c'est Nuremberg qui brûle. Les troupes pénètrent dans la ville qui fut autrefois la ville des jouets et dont Hitler avait fait la ville des pantins depuis qu'à Nuremberg se déroulaient les gigantesques parades du nazisme. Aujourd'hui, les débris d'une armée vaincue capitulent.
Des enfants auront connu la défaite avant de connaître la vie. C'est dans ce stade colossal que le parti tenait ses congrès monstrueux. C'est sur cet autel de pierre qu'Hitler se dressait comme une idole, au pied de laquelle tout un peuple accumulait les victimes. Le général Eisenhower pourra en témoigner. Il a visité ces camps où les nazis torturaient et faisaient mourir. Il a entendu les survivants évoquer les traitements qu'on leur faisait subir. Maintenant, la cause est entendue. Le monde entier a compris. Après la poche de Royan, la pointe de Grave est nettoyée. La marine française a joué son rôle dans ces opérations combinées, sous le commandement de l'amiral Rue. Les forces terrestres entrent en jeu à leur tour. L'artillerie fraye le chemin. Puis, les hommes du général de l'Armina se mettent en marche. Les Allemands, eux, se mettent à courir. La Gironde est ouverte. Le cadenas qui fermait Bordeaux est arraché. Sur le fort allemand, dont le commandant a été fait prisonnier, flotte enfin un drapeau sans croix gammée. La pointe de Grave est libérée. Le phare du Verdon éclairera bientôt le chemin des navires français et le général de Gaulle, en compagnie de M. Diethelm, ministre de la guerre, vient saluer les hommes qui ont vidé un des derniers abcès au flanc de la France. Le chef du gouvernement, après avoir remis au général de l'Armina la plaque de grand officier de la Légion d'honneur, a rendu hommage à ses troupes, au sein desquelles, a-t-il dit, les anciennes formations FFI ont prouvé leur valeur. Toute l'armée française unie a reconquis une part du sol national. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. La bonne religieuse. Maurice Thorez, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande république. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie. Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Württemberg, bruyante aujourd'hui du bruit des chars français. Qu'ils se réfugient ici, dans ce château des Hohenzollern, les hommes qui, par peur, par ambition ou par bassesse, ont trahi la France et les Français. La route de Vichy conduisait à Sigmaringen. Pétain, De Brinon, Laval, Déa ont vécu dans ces salons naguère fréquentés par Bismarck,
où nos soldats ont encore trouvé des journaux imprimés en français, mais écrits en allemand, dont les mots d'ordre sortaient du bureau de Lucher, qui fut à Paris le maître d'une presse de feuilles soumises. Ici, Déa rêvait sans doute d'un temps où il n'était pas question pour lui de mourir pour Danzig. Et ici, Lucher dormait sous l'œil de ses patrons. Quant à Pétain, il a quitté sa chambre grand-ducale pour la cellule de Montrouge. Il a changé de paysage. Et si l'on en croit la bouteille qu'il a laissée, il a aussi changé de régime. Nous venons de voir l'actualité française où l'épuration a mis fin à un certain nombre de personnages qui avaient plus ou moins collaboré avec le nazisme ou le fascisme. On a vu la fin de Mussolini, on a vu la fin de Hitler. 50 ans après, est-ce qu'on voit, oui ou non, renaître, non pas seulement les idéologies, mais des forces qui rappelleraient ce qu'on croyait évacuer pour toujours il y a 50 ans? Pierre Milzer en Italie. Oui, alors, les Italiens ont vécu pendant 50 ans sur ces séquences-là, enfin, sur l'idée d'un peuple en armes, d'une espèce de mythologie de la résistance, en évacuant assez largement d'ailleurs l'aspect guerre civile, et en glorifiant finalement la geste de l'antifascisme. Toute la République italienne jusqu'à l'année dernière a vécu sur cette histoire, un petit peu histoire sainte, hein, d'une Italie consensuelle qui avait rompu avec le fascisme. Alors, ce qu'apparaît aujourd'hui en Italie, moi je crois que c'est beaucoup moins le néo-fascisme, il est moins fort aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans ou qu'il était il y a 15 ans. Et puis surtout, il répudie, hein, l'Alliance nationale change de nom, répudie le titre de néo-fasciste. Simplement, je dirais que les vaincus de 1945 réapparaissent. Il y a un peu un balancier, et les nouvelles institutions italiennes, la nouvelle République italienne ne vit plus sur cette légitimité-là. Alors il y a un peu un retour de manivelle qui fait que, sans réhabiliter le fascisme, on réintroduit l'histoire de fascisme, on réhistoricise le fascisme, on le réintroduit dans l'histoire de l'Italie, on l'accepte en quelque sorte comme quelque chose qui avait du positif et qui avait du négatif, un peu, si vous voulez, comme les Français ont fait, disons, avec Napoléon III, 50 ans après, ou même avec Napoléon Ier. Je crois que c'est plus cela en Italie qu'une véritable menace fasciste qui est un peu un fantasme. Pour l'Allemagne, peut-être les choses sont-elles différentes? Oui, en Allemagne, Marlies Steinert. Oui, en Allemagne, les choses sont un peu plus compliquées et ça part, au fond, ça devient compliqué avec l'unification allemande. Parce que là, nous avons le problème qu'il y a des groupes néo-nazis, surtout d'abord en Allemagne de l'Est. Ce sont des jeunes frustrés qui ont perdu tout leur cadre de référence, qui n'ont plus de travail. Leurs parents, généralement, n'ont pas plus de travail. Au fond, c'est une situation qu'on peut un petit peu comparer avec les débuts de la République de Weimar où le nazisme est né. Donc je dirais un terrain se prêtera. Seulement, si on regarde ce que c'est ces groupes, alors on voit que c'est tout à fait autre chose. C'est une étiquette qu'ils se donnent parce qu'ils ne savent pas se tourner vers quoi. Alors, pour provoquer, pour faire attirer l'attention sur eux, il accepte ce terme de néonazisme, mais enfin, il n'y a pratiquement presque pas d'éléments idéologiques. Ils sont un peu soutenus par quelques nostalgiques qui sont restés encore aussi en Allemagne de l'Ouest, et c'est tout à fait normal, après ce choc de l'unification, que ces deux forces essayent de s'épauler un peu. Mais c'est vraiment comparé à la majorité des Allemands, vraiment, ce sont des groupuscules uniquement qui agissent, mais puisque tout ce qui se passe dans ce domaine en Allemagne effraie plus le monde et les Allemands que ce qui se passe en Italie ou en France ou ailleurs, le gouvernement allemand, aussi bien à Bonn que dans les Länder, prennent des mesures assez énergiques maintenant et radicales contre tous ces groupes de l'extrême droite. Et il y a aussi une chose, il ne faut pas oublier que l'Allemagne se trouve tout d'un coup confrontée avec une deuxième épuration, l'épuration des gens qui ont travaillé pour les services secrets en Allemagne de l'Est. Et ça réveille des mauvais souvenirs d'une épuration qui n'était pas peut-être tout à fait réussie
qui a été un peu tué dans l'œuf après 2 ans par les débuts de la guerre froide. Donc il y a en Allemagne en ce moment un débat énorme pour savoir est-ce qu'on peut intégrer les Allemands ou est-ce qu'il faut à nouveau épurer partout. Autrement dit, pour relativiser le danger que vous signalez, vous voulez dire aussi que ces groupes, qui peuvent être nombreux, ne sont pas au fond greffés sur le corps de la société allemande, comme l'étaient, disons, les nazis en pleine expansion dans les années 33. Absolument pas. Ce sont ce que, permettez-moi cette expression anglaise, ce sont des outsiders. Voilà. Merci Marlise Steiner pour votre intervention et Pierre Milza aussi. On a eu aujourd'hui une histoire, si j'ose dire, 2 fois parallèle. Le prochain Histoire parallèle aura lieu après-demain pour la victoire, le 8 mai. Ce sera une émission plus longue, spéciale, de 7h à 8h30.